La rencontre prophétique dans la tour bâclée, le véritable prix à payer pour avoir défié le destin. Oui, Arthur paie cher, très cher. Les limites réelles du kaléidoscope. La réunion tant attendue des péchés capitaux, la mort possible de Ban et surtout la raison précise qui pourrait y conduire. La mission la plus délicate jamais confiée au Quatuor. Et enfin, la guerre totale. Les chevaliers prédestinés sur le qui-vive. Clairement, ce chapitre est lourd, très lourd. Et bien sûr, faut absolument qu'on en parle. Alors, yo les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien car pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue complète du chapitre 219 des 4 cavaliers de l'Apocalypse, ce que je veux te transmettre. Un chapitre très solide dans l'ensemble qui met enfin sur la table les limites réelles du kaléidoscope. Le prix qu'Arthur est réellement en train de payer pour avoir osé défier le destin, la réunion des péchés capitaux, la mission du Quatuor, mais surtout le rôle central de Lancelot devenu la pièce maîtresse d'un plan bien plus vaste qu'on ne l'imaginait. On va aussi parler d'un autre point clé, la raison la plus probable de la mort de Ban et pourquoi cette prophétie n'est peut-être pas aussi simple qu'elle n'y paraît. Bref, le chapitre est bon et normalement la vidéo le sera aussi. Alors installez-vous confortablement et partons ensemble décortiquer ce chapitre totalement dantesque. J'espère sincèrement que la vidéo vous plaira. Si avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson, pensez à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, même si perso je sais que c'est déjà fait putain. Et surtout, lâchez vos avis et tout dans les commentaires. Je vous lis et essaie de tous vous répondre. Sur ce, je ne vous embête pas plus. Bonne vidéo à toutes et à tous. Let's go! Et donc le chapitre s'ouvre sur un petit flashback. Les chevaliers chaotiques sont en alerte maximale, en train de surveiller la tour où Guenièvre est retenu à l'affût du moindre intrus. Et surtout d'un en particulier, Lancelot. Tout ça évidemment sous les ordres directs de leur roi. Et pendant que ces derniers montent la garde, de son côté, Lancelot marche tranquillement comme si de rien n'était pour aller voir Guenièvre. Le type passe littéralement à côté des gardes sans qu'aucun ne le remarque. Zéro réaction, zéro alerte. Clairement, il utilise zéro signe. On peut difficilement faire plus évident. Non mais le perso est fou, surtout quand on se rappelle qu'à ce moment précis, Arthur était hypothétiquement encore dans la tour avec Guenièvre. C'est du pur Lancelot, l'aura farmer originel de l'œuvre. On a ensuite ce dernier expliquant à Guenièvre que cette aptitude, c'est Ban qui l'a entraîné pour qu'il puisse l'acquérir. Mais bon, attendez un peu les gars. En fait, je pense que je viens de débiter une connerie car en regardant bien la composition même de la scène, j'ai une autre lecture. Ce que je pensais être le flashback serait en réalité le moment où Lancelot sort déjà de la tour, donc après avoir parlé avec Guenièvre. Et une fois dehors, c'est là qu'il repense à leur discussion, à ce moment où ils se sont rencontrés dans la tour. Perso, c'est vraiment comme ça que je comprends la scène maintenant. Toute la conversation entre Lancelot et Guenièvre qu'on a dans ce chapitre, ce serait simplement un mini flashback dans la tête de Lancelot. Mais dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez vraiment pas à donner vos avis. Aussi, petite parenthèse rapide, en revoyant Milton Duff, le chevalier chaotique, capable de réduire la puissance physique au 10e de sa puissance, je crois que je viens peut-être d'avoir la vision sur la raison probable de la future mort de Ban. Mais bon, je m'égare un peu, j'y reviens un peu plus tard. Revenons maintenant au chapitre. Alors dans ce flashback où Lancelot repense à sa discussion avec Guenièvre, on a cette dernière qui, même si elle ne connaissait pas la méthode exacte qu'il utiliserait pour venir la voir, souligne un point crucial. Elle savait pertinemment qu'il viendrait aujourd'hui, le jour de son mariage, d'une manière ou d'une autre. Et selon moi, c'est probablement la raison exacte de sa joie pendant son mariage. Guenièvre attendait Lancelot. Mais cette scène ouvre aussi la porte à quelque chose de beaucoup plus intéressant, les limites réelles du kaléidoscope, ou du moins des explications que le Lancelot futur lui a données. Parce qu'avec ce que dit Guenièvre, on est presque obligé de comprendre une chose. Lancelot ne lui a expliqué que les grandes lignes, mais vraiment les grandes lignes de l'avenir. En mode, le jour de ton mariage à 14 ans avec Arthur, je viendrai te voir dans une tour. Point. Guenièvre n'a probablement pas vécu ce futur dans les moindres détails. Et encore mieux, un autre élément totalement inattendu plus tard dans le chapitre vient parfaitement défendre cette idée. Mais j'y arrive, ne vous inquiétez pas. On continue donc avec Guenièvre un peu étonné qui se demande pourquoi Lancelot n'a jamais cherché à connaître l'avenir alors même qu'il reconnaît parfaitement la précision monstrueuse du kaléidoscope qu'elle possède. Elle trouve ça d'autant plus étrange que de son côté, Arthur l'utilise pleinement pour avoir une chance de vaincre Lyonès et compagnie. Mais sans vous mentir, pour moi, cette affirmation de Guenièvre
Guenièvre est un peu fausse. Et là encore, j'y reviens bientôt. On continue alors avec Lancelot, faisant savoir à Guenièvre qu'il s'en fout de connaître l'avenir si de toute façon tout le monde est voué à périr un jour ou l'autre. Et surtout, selon lui, il n'a absolument pas eu besoin de vision du futur pour rencontrer ses compagnons, ni même d'une certaine manière Guenièvre. Bon. Là, je suis obligé de mettre mon petit grain de sel là-dessus. Car selon moi, ce que dit Lancelot ici est un peu faux, tout comme les paroles de Guenièvre aussi. Parce que, rappelons un truc très important, sa première rencontre avec Guenièvre a été orchestrée entièrement par Guenièvre elle-même qui connaissait déjà leur avenir. Sans cette orchestration de sa part, oui, ils se seraient certainement rencontrés, mais pas dans les mêmes conditions, clairement. Et ensuite, Lancelot affirme qu'il n'a pas eu besoin de vision du futur pour rencontrer ses compagnons. Sauf que, on le sait tous, ce qui a poussé la recherche de Perceval et Goven, c'est justement une prophétie. Pour moi, il aurait plutôt dû dire qu'il n'a pas eu besoin de vision précise du futur. Parce que si on parle simplement de vision du futur, alors on a déjà celle de Bartra pour Lyonès. Et c'est même la raison première du kidnapping de Guenièvre. Lyonès avait un avantage majeur, Arthur lui ne l'avait pas. Et pour corriger ce désavantage, après avoir entendu pas mal de rumeurs un peu partout, Arthur a pris une décision radicale, faire kidnapper Guenièvre, comblant ainsi largement ce retard. Du coup, dire qu'Arthur ou Kat utilisent les visions pour pouvoir les vaincre alors qu'eux aussi possèdent un pouvoir de vision de leur côté contre lui, c'est un raisonnement un peu biaisé selon moi. Mais bon, je m'égare un peu, revenons encore une fois au chapitre. Après ces explications, Guenièvre veut aussi savoir ce que Lancelot a fait durant ces 2 dernières années passées à Camelot. Lui qui a abattu un nombre incalculable de chevaliers chaotiques sur son passage. Lui qui a même reçu de la bouche de tous le titre de dieu de la guerre. Qu'est-ce qu'il cherchait réellement à faire? Surtout que selon Guenièvre, s'il l'avait réellement voulu, il aurait parfaitement pu détruire tous les chevaliers chaotiques à lui seul, uniquement par sa seule force. Bon, juste pour dire, parce que je commence un peu à connaître les bandeurs de Lancelot, pour ceux qui vont essayer d'extrapoler les dires de Guenièvre ici, supposons même que quand Guenièvre parle, elle inclut directement Kat ou même les périls. Déjà, perso, je ne pense pas du tout qu'elle fasse référence à eux, j'en doute même très fortement. Car si vous voyez bien, là, d'après ce que j'ai compris, elle met surtout le doigt sur les chevaliers chaotiques que Lancelot a affrontés, parce qu'il est très peu probable qu'il ait tué tous les chevaliers chaotiques qu'il a croisés. Et connaissant ses habitudes, je pense justement que ce n'est pas son style, d'où les propos de Guenièvre. Il aurait très bien pu éviter de se faire connaître à ce point dans tout le royaume éternel, mais clairement je doute que ses paroles incluent les périls, et je suis même certain à 100% qu'elle n'inclut pas du tout Arthur. C'est pas comme si Arthur était un chevalier chaotique simple, c'est leur roi littéralement. En gros, Guenièvre parle simplement des chevaliers que Lancelot a combattus mais laissés en vie, et ce sont justement ces survivants qui ont propagé les rumeurs à son sujet. Évidemment, en l'écoutant, Lancelot lui demande simplement quelle a été la réponse de son lui du futur qu'elle a rencontré, et Guenièvre explique qu'elle n'a pas eu de réponse directe. À ce moment-là, le Lancelot du futur lui a simplement fait comprendre que c'était une simple mission sur le terrain, point. Mais justement, pour bien lui expliquer maintenant, puisqu'elle n'a pas eu de réponse claire, Lancelot reprend la forme qu'il utilise quand il déambule dans les rues de Camelot. Et ouais, le personnage qu'on a vu au début du chapitre précédent était bel et bien Lancelot. En fait, pour moi, c'était sûr à 100%. Donc bon, c'est pas vraiment une surprise. Alors il explique à Guenièvre que combattre des chevaliers chaotiques n'était qu'une simple diversion, une couverture. Et pour moi, ces quelques mots confirment totalement ce que je disais plus tôt. Lancelot n'a définitivement pas passé son temps à tuer des chevaliers chaotiques à la chaîne, comme certains l'imaginent. Il en a laissé partir quelques-uns. Et c'est précisément pour ça qu'il a hérité de ce titre de dieu de la guerre. Même les mots des périls sous dose chaotique vont dans ce sens. Ils signifient littéralement qu'ils ont pu obtenir un portrait détaillé de Lancelot et que c'était leur première rencontre. Mais bon, là n'est pas le sujet. Et donc, après tout ça, Lancelot remet une amulette à Guenièvre. La même amulette qu'il a pratiquement distribuée dans tout Camelot pendant sa période de couverture, tout en récitant le discours qui va avec. Un discours qu'il a peaufiné, travaillé et surtout adapté selon la personne en face de lui. Guenièvre serait d'ailleurs hypothétiquement l'une des dernières habitantes de Camelot à le recevoir. Et là, je me suis posé une question. Est-ce qu'il aurait rencontré Jéricho entre temps? Parce qu'à ce que je sache, elle aussi est à Camelot. Mais en y réfléchissant bien, perso, je ne pense pas qu'il se soit revu. Pourquoi? Bah parce que Jéricho n'est pas une simple habitante de Camelot. C'est une chevalière chaotique elle aussi. Donc une rencontre avec Jéricho me paraît très peu probable. Mais bon, attendons de voir. Aussi, juste après ça, on a une réaction totalement inattendue de Guenièvre. Elle lui demande simplement c'est quoi. Alors si ça ne vous a pas paru bizarre, laissez-moi vous montrer où est la vraie bizarrerie derrière. Alors comme on le sait,
Guenièvre peut voir l'avenir, ou plus précisément son avenir à elle, ainsi que celui des personnes directement liées à sa vie en 4K. Et elle avait déjà eu connaissance de cette rencontre avec Lancelot grâce à ce pouvoir. Mais alors pourquoi elle demande ce qu'est cette amulette si elle connaissait déjà ce futur? Surtout que dans ce futur, elle est littéralement présente. C'est pas comme si Lancelot avait vécu ce futur seul. Ils sont deux dans cette scène. Perso, je ne vois que deux options pour expliquer cela. Première hypothèse, tout ce qu'elle sait du futur vient uniquement du Lancelot adulte et seulement dans des grandes lignes. Elle n'aurait donc pratiquement rien vu par elle-même, ce qui me semble un peu bancal. Surtout quand on voit qu'encore une fois, elle est clairement présente dans ce futur. Si c'était l'avenir de quelqu'un d'autre, alors la supposition aurait eu du sens. Alors quoi? Aurait-elle simplement vu leur rencontre sans plus de détails et tout le reste lui aurait été raconté par le Lancelot adulte? Je trouve ça un peu trop bizarre, donc c'est un jamais. Mais pour moi, la seconde hypothèse est bien plus incroyable et un peu plus logique. Alors, et si tout ça était en réalité le prix à payer pour Arthur pour avoir osé défier le destin? Parce que dans la ligne temporelle d'origine, durant l'arc Walnac, seul Macduff et Chininish auraient dû périr. Mais en essayant de modifier le destin, certes Arthur a perdu ses hommes et il a même infligé une perte au héros avec la mort de Jade. Sauf que ses actions ont aussi conduit à la libération des démons qu'il avait asservis, la création de l'arc des démons, la mort de Percy, mais aussi à celle de Mortlash, l'un de ses hommes, la capture probable de Nanashi et enfin l'obtention du portail vers Camelot. Dans la ligne temporelle d'origine, je doute fortement que ce portail aurait été obtenu à ce moment précis de l'histoire. Et c'est justement après l'obtention de ce portail qu'est née la création de ces amulettes qui permettent tout simplement de ramener de force leur porteur à Britannia. On peut donc en déduire que tout cela est grandement dû aux actions de Kat et à sa volonté de changer le futur. Guenièvre ne connaîtrait donc pas l'existence de ces amulettes parce que dans la version d'origine, ce n'est peut-être pas pour cette raison que Lancelot est venu la rencontrer. Mais encore une fois, c'est un jamais. Dites-moi ce qui vous paraît la plus logique. Perso, je n'arrive pas à trancher entre les deux hypothèses parce qu'aucun des deux n'est logique à 100%. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager. Et donc, après lui avoir expliqué le fonctionnement de l'amulette, Lancelot lui fait aussi comprendre une chose très importante. Il ne peut pas l'activer maintenant pour déplacer un petit groupe d'habitants de Camelot. Pourquoi? Parce qu'il craint tout simplement qu'Arthur prenne immédiatement des mesures en retour. Du coup, pour pallier ça, son plan est clair. Activer toutes les amulettes en même temps. L'objectif, que tout le peuple de Camelot soit renvoyé illico à Britannia sans laisser la moindre chance à Arthur d'intervenir. Puis, en reprenant sa véritable apparence, Lancelot lui apprend aussi que ses parents ainsi que tous les habitants de Caméliard, le royaume de Guenièvre, ont eux aussi déjà reçu leurs amulettes. Et pour clôturer ce flashback, Guenièvre se jette dans les bras de Lancelot pour le remercier. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous poser une simple question. Qu'est-ce que vous avez réellement pensé de leur rencontre ou de ce flashback en fait? Perso, ça m'a laissé un goût assez amer. Et surtout parce que, pour ceux qui l'auraient oublié, on attendait tous cette rencontre pour une raison très précise. La vision de la possible mort de Ban que Guenièvre avait eue et qu'elle aurait hypothétiquement expliqué à Lancelot durant cette rencontre pour que ce dernier essaie de modifier ce futur. À la base, c'était ça la seule vraie raison de cette rencontre ou bien de cette scène. Mais là, aucune mention de cette vision n'est faite par Guenièvre. Et on ne peut pas vraiment expliquer cela par le fait qu'elle ne voudrait pas changer l'avenir à cause du prix à payer. Parce que comme on le sait tous, elle-même ne voulait pas voir cet avenir se réaliser. Alors pourquoi n'a-t-elle rien dit? Et au final, à quoi aura servi cette vision? Et même leur rencontre. Nakaba nous aurait donc hypé pour rien. Parce que si Lancelot n'a vraiment eu aucune mention de cette vision, alors pourquoi nous l'avoir montré dès le début de cette seconde partie de l'œuvre? Il aurait peut-être mieux fait de se la garder où je pense. Parce que là, à ce stade, ça ne sert pratiquement à rien. Enfin, peut-être pas. Car il y a un détail que j'ai relevé. Un truc qui pourrait potentiellement redonner de l'importance à cette vision. Parce que bon, je ne pense pas qu'elle ait été montrée comme ça juste pour qu'on ait un plagiat bien en règle 100 chapitres plus tard. Mais bon, pour ça, j'y reviens. Alors, on continue en revenant dans le présent cette fois-ci. Lancelot continue son chemin, toujours en train de repenser à sa conversation avec Guenièvre. Et là, il sort une bague. Une bague qui lui permet d'ouvrir un mini portail vers Britannia après une incantation. Exactement comme le font d'habitude les chevaliers chaotiques pour se rendre à Camelot. Ou bien à Britannia, je pense. Ouais, Lyonesse a enfin trouvé sa propre version de la marque chaotique. Et Lancelot vient de nous le montrer. Alors bien sûr, le seul vrai problème pour l'instant, c'est que les autres races ne peuvent toujours pas y entrer. Mais ça montre surtout l'incroyable talent de Thétis en termes d'incantation, même si elle a tendance à se rabaisser un peu face à Merlin ou Gauser Père. Parce que manipuler un portail de cette manière, ce n'est clairement pas donné à n'importe qui. Ouais, le perso est passé de brute épaisse à sorcière suprême de Lyonesse. Quel contraste.
Bien sûr, après l'ouverture du portail, Lancelot disparaît de Camelot et réapparaît au beau milieu de la foule de Lyonnaise, tout en continuant encore de repenser à Guenièvre. Plus précisément au baiser sur la joue qu'elle lui a donné pour le remercier de tout ce qu'il fait pour elle. Et là, clairement, tout ça commence à peser beaucoup trop lourd sur sa conscience. Parce qu'à la base, Lancelot c'est juste un gamin. Et on voit même le zéro signe s'annuler directement au beau milieu de Lyonnaise en fait, avec les habitants pouvant maintenant le voir. Tout ça à cause de Guenièvre. Il se dirige donc un peu gêné vers le château en marchant au milieu de la foule qui le voit, comme je l'ai dit. Donc le zéro signe est désactivé à ce moment-là. Et ce n'est pas parce qu'il a fait volontairement, mais parce qu'il pensait trop à Guenièvre. Il a été déconcentré à cause de ça. Maintenant, petit aparté rapide les gars, surtout pour ceux qui ont un problème direct avec le couple Lancelot-Guenièvre. En fait, je crois avoir enfin compris ce qui vous dérange vraiment dans ce couple. Parce que même si vous allez continuer de le nier, le problème ce n'est pas vraiment leur âge, mais plutôt leur taille. Parce que normalement, que vous le vouliez ou non, c'est une œuvre de fiction. Lancelot de base n'a que 15 ans. Il n'a vécu que 15 années de vie. Pourquoi? Parce que pendant que 3 années entières passées dans le monde réel à Britannia, dans la dimension du lac, un peu plus de 100 jours se sont écoulés. Et ce sont ces 100 jours-là que Lancelot a réellement vécu. Donc techniquement, si Guenièvre a 14 ans, Lancelot lui n'en a que 15. Le vrai problème de ce couple, c'est leur différence énorme de taille. Même si je sais très bien que certains continueront de le nier. Aussi, c'est pas la vraie vie comme je l'ai dit, c'est une œuvre de fiction. Donc pourquoi se baser sur son âge réel depuis sa naissance alors qu'on sait très bien qu'il n'a vécu que 15 ans de sa vie. Bien sûr, perso, si vous voulez mon avis personnel, comme d'habitude les gars, vous me connaissez bien, je m'en fous vraiment, totalement. Mais juste quand vous critiquez ce qui mérite vraiment de l'être. Sur ce, voilà, c'était ma petite aparté rapide. On continue le chapitre avec Percy et tous les autres dans le château qui salue Lancelot après son retour. En fait, ils sont tous là parce que Méliodas les a tous convoqués pour aujourd'hui. Bien sûr, Lancelot leur fait directement savoir qu'il était à Camelot pour finaliser les préparatifs de leurs prochaines actions. Et en bon pote qu'il est, il demande aussi à Percy si tout s'est bien passé durant sa lune de miel. Ce à quoi notre cher protagoniste principal, je précise, répond simplement ouais. Donc il a bien ouais. Du côté de Denis, il est clairement dégoûté d'avoir été abandonné par ses compagnons pendant leur lune de miel, vu que le groupe c'était 4, Denis, Percy, 2 garçons et Anne, Nassienne, 2 filles. Donc bon, il l'a abandonné, donc il est dégoûté. Et aussi, il refuse toujours de croire que Nassienne est une femme, tout en voulant un peu de temps seul pour digérer tout ça. Pendant ce temps, Lancelot arrive devant la salle de discussion du château tout en exigeant l'ouverture immédiate des portes. Et là, à la surprise générale, les 7 péchés capitaux, non, les 5 péchés capitaux sont tous réunis et ils saluent tous Lancelot de son retour. Oui les amis, ils sont tous là. Bien sûr, Lancelot veut direct savoir ce qu'il en est du royaume de Benoïc, celui que Ban gardait. Qu'est-ce qu'il fait ici en fait? Et grâce à cette courte discussion père-fils, on apprend direct que Lancelot n'a parlé à personne de ce plan d'action, probablement échafaudé avec l'aide de Thétis et peut-être Méliodas. En fait, celui qui les a tous prévenus, c'était Gaozer. Un Gaozer qui a désormais un tout nouveau corps grâce au laboratoire magique de Merlin. Ouais, il est enfin d'attaque. Diane s'approche ensuite de Lancelot et lui explique que tous leurs royaumes respectifs ont été confiés à des alliés de confiance, ceux qui ont combattu avec eux durant la Seconde Guerre Sainte. Perso, après avoir vu ces alliés dont elle parle, je me suis juste demandé à quoi aura servi leur mention dans la première partie de l'œuvre, avant le supposé voyage d'aventure de Percy, puisqu'ici ils viennent littéralement de passer en second plan de fou. Zeldris, Gelda et Schward, ça va je dirais. Mais pourquoi Matrona et les autres? Ils auraient très bien pu apparaître dans la première partie, mais bon, peut-être qu'ils étaient vraiment présents dans la ligne temporelle d'origine. Et qu'à cause des actions d'Arthur, cette vision a été modifiée, expliquant ainsi leur absence initiale. Ouais, laissez-moi m'expliquer tout cela ainsi. On ne peut que dire que tout ça est dû à Arthur en fait. Le plus choquant de tout cela, c'est que même Maël apparaît juste comme ça. Nakaba veut vraiment tout expédier, je pense. Avec tout ça, je pense définitivement que Maël n'apprendra jamais rien à Tristan sur ses pouvoirs et encore moins à Govan. Mais bon, je continue de garder espoir, laissez-moi dans mon déni. Alors, Govan, comme d'habitude, avec son impatience légendaire, veut simplement savoir pourquoi ils sont tous là. Ouais, pourquoi ils sont là en fait. Pourquoi Méliodas les a convoqués ici. Et c'est là que Lancelot, le cavalier de la guerre, rappelons-le littéralement, fait savoir à tous dans une page juste incroyable qu'ils allaient tout simplement déclencher la guerre totale. Franchement, avec ça, il y a encore des gens qui se demandent vraiment encore pourquoi il sera connu comme le cavalier de la guerre. Le perso est juste incroyable. Je le kiffe, mais je commence un peu à ne plus kiffer le perso à cause des fans du perso en fait. Parce que vraiment, c'est dur de kiffer Lancelot à cause de ses fans. Tous sont donc surpris de l'entendre, mais c'est à ce moment-là que Méliodas intervient et leur explique qu'une fois la guerre déclarée, Arthur va sûrement essayer
attaquer leur base d'opération qu'est Lyonesse. Mais voilà le twist, ce ne sera pas les cavaliers prophétiques qui s'y opposeront, mais les péchés capitaux eux-mêmes. Ils seront donc en première ligne contre Arthur et ses hommes. En prononçant leurs noms respectifs, Méliodas leur fait comprendre quelque chose d'encore plus crucial. Les cavaliers ont la mission la plus délicate. Pendant que les péchés combattront Arthur et sa troupe, eux devront infiltrer Camelot, retrouver Merlin et enfin trouver ce moyen de lutter contre le chaos. Un moyen dont Merlin affirme l'existence. Et ainsi, en fin de chapitre, Méliodas lance officiellement la mission. Car oui, les choses sérieuses vont enfin commencer. On attend de voir comment Arthur et ses hommes vont riposter. La chute du roi éternel n'est plus très loin. Alors bon, ce chapitre m'a grave plu dans l'ensemble, même si la rencontre entre Guenièvre et Lancelot n'a pas été à la hauteur de mes attentes. La fin du chapitre compense pleinement tout cela. Parce qu'avec cette fin, on comprend très clairement que la vision de Guenièvre est probablement sur le chemin de la réalisation. On aura enfin la bataille entre les péchés et Arthur avec ses hommes, avec la possible mort de Ban. Et comme je l'avais supposé, la seule explication de l'absence du quatuor dans cette prophétie ou cette vision était forcément leur mission de recherche de ce moyen de lutter contre le chaos. Mais alors la grande question, Ban mourra-t-il vraiment? Parce que, souvenez-vous, c'était le point central de la prophétie. Et bah, je dirais, c'est en jamais. Je suis pas devant en fait. Mais ce qui est quasiment sûr pour le moment, c'est que ce n'est pas Lancelot qui le tuera. Hypothétiquement, ce sera l'un des périls ou Arthur lui-même. Et si cette silhouette devant était bien Lancelot, alors ce dernier aurait très bien pu revenir avec ses compagnons de leur mission pour épauler les péchés capitaux durant la bataille avec possiblement son trésor sacré. Et à son retour, il verra le corps de son père à terre. Mort, on ne sait pas. Mais alors, une autre question se pose. Quelle sera la véritable raison de la mort possible de Ban durant la bataille? Est-ce que les périls ont réellement le niveau? Bah les gars, je sais pas si vous avez capté, mais pour moi, seul Milton II peut être la clé de sa défaite. Pourquoi? Bah parce que Ban est un perso qui combat presque exclusivement au physique. Oui, il a différentes aptitudes magiques, mais il se base surtout sur sa force physique. Or, Milton II a le pouvoir de réduire la puissance physique d'une personne au 10e de sa force. Alors, est-ce qu'un 10e de la force de Ban suffira à terrasser l'un des périls? Permettez-moi d'en douter. Pour moi, c'est la seule explication plausible et logique pour une défaite de Ban, surtout qu'il semble être le seul dans cette bataille à avoir été défait. Milton II pourrait donc très bien réduire sa force pour donner l'avantage à Camelot ou au péril qu'il affronte dans cette vision. Voilà le rôle probable de Milton II dans cette bataille selon moi. N'hésitez pas à partager vos hypothèses dans les commentaires, ça peut vraiment être intéressant. Maintenant, la prophétie va-t-elle réellement se réaliser? Aurons-nous donc un plagiat du début de la seconde partie vu que Guenièvre n'a rien dit à Lancelot? Et bah, tout dépendra de ce que Guenièvre dira à Arthur. Car tôt ou tard, avant la bataille, Arthur aura vent de cette prophétie de Guenièvre. Maintenant, pour minimum tenter de la modifier, Guenièvre pourrait très bien jouer un coup de maître en modifiant quelques détails pour induire Arthur en erreur. Bien sûr, elle devra probablement payer le prix de ce changement, mais c'est son devoir, c'est quand même son beau-père en fait. Ou encore, elle aurait très bien pu dire quelque chose à Lancelot qui ferait que quand les péchés seront acculés, les membres du quatuor rappliqueront immédiatement pour les soutenir. Tout dépend donc de ce que Guenièvre fera ou a déjà fait. Parce que Lancelot aurait très bien pu nous montrer juste une partie de leur discussion dans ce flashback, peut-être pour maintenir la tension. Mais à la base, même si Guenièvre lui en a peut-être parlé, sachant que Ban ne serait pas présent, il n'y a pas trop prêté attention. Mais maintenant, vu qu'il voit bien que Ban sera présent, il faudra faire quelque chose pour sauver Ban, ou Guenièvre devra agir pour sauver son futur beau-père de cette mort imminente. Mais ce qui est sûr pour moi, c'est que la prophétie de Guenièvre devra être contournée d'une manière ou d'une autre. C'est littéralement le but de ces prophéties dans l'œuvre, surtout quand elle est sûre de leur réalisation. Bien sûr, toutes ces prophéties sont différentes de ceux d'elle et Lancelot, car à la différence, ces prophéties avaient, à mon avis, un tout autre objectif. D'où le fait qu'elles ne peuvent pas être complètement changées ou qu'elles ont été partiellement modifiées. Et c'est donc ce but qui conclura cette vidéo, parce que beaucoup se demandent, l'œuvre se rapproche-t-elle vraiment de sa conclusion? Bah si on devait juste voir ainsi juste ce qu'on voit en fait, pratiquement tous les intrigues sont bouclées et en plus la chute de Kat est très proche. Alors est-ce que l'œuvre s'approche véritablement de sa fin? Normalement j'aurais dit oui. Mais il y a un détail qui redistribue les cartes, les prophéties de Guenièvre du Lancelot du futur. Car ces prophéties, de la manière dont elle les a racontées, constituent des points essentiels du récit. Ouais, elle a parlé de sa première rencontre avec Lancelot qui constitue la première partie de l'œuvre, puis de sa rencontre avec lui dans la tour qui a constitué cette autre partie. Mais il reste encore 2 ou 3 autres parties non abordées, dont surtout leur dernière rencontre avec Lancelot qui se fera probablement dans la dernière partie de l'œuvre. En me basant sur tout ça, je dirais donc que l'œuvre a encore quelques belles années devant elle. Mais ce qui est sûr en revanche, c'est que la seconde partie de l'œuvre touchera bientôt à sa fin avec la possible
possible défaite du faux roi Arthur et l'avènement probable d'un nouvel ennemi. Pourquoi pas les chevaliers prédestinés qui pourraient d'abord affronter le Quatuor durant leur mission à Camelot, dans une bataille qui se soldera par une défaite ou un repli possible du Quatuor, même avec Lancelot, pour bien poser les bases de la troisième partie de l'œuvre. En gros, l'œuvre ne va pas se terminer de sitôt. Maintenant, est-ce que durant la mission du Quatuor, ils auront leur peloton respectif avec eux? À la base, j'aurais dit oui. Mais vu que, hypothétiquement, cette mission sera celle où ils croiseront le fer avec les chevaliers prédestinés, et selon la vision de Bartra, c'était les 4 cavaliers contre les chevaliers du destin, et surtout vu que Méliodas a explicitement confié cette mission à Perceval, Tristan, Goven et Lancelot, alors permettez-moi simplement d'en douter. Peut-être que ce sera une mission solo pour le Quatuor, une mission d'infiltration quoi. Pendant que leurs compagnons prêteront probablement main forte aux chevaliers de Lyonesse, car le niveau de ces chevaliers est juste à chier, on va pas se mentir. Perso, je ne vois que ça, ce qui pourrait être incroyable dans un sens. Attendons juste de voir ce que Nakaba nous réserve. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager vos avis, vos théories, vos questions, tout sur ce chapitre dans les commentaires. J'essaierai toujours de répondre à tout, comme d'habitude. Même si bon, globalement, le chapitre 219 des 4 cavaliers de l'Apocalypse était vraiment solide dans l'ensemble. Il a ses défauts clairement, surtout sur la rencontre entre Guenièvre et Lancelot. Mais ce qu'il met en place pour la suite, c'est du très lourd. Entre la guerre totale qui se profile, la mission ultra risquée du Quatuor, les péchés capitaux face à Arthur et ses hommes, et la prophétie de Guenièvre qui plane toujours au-dessus de Ban, on sent que l'œuvre est entrée dans une phase décisive. Maintenant, la vraie question, elle est là. Est-ce que cette prophétie va vraiment se réaliser, ou est-ce que quelqu'un, Guenièvre, Lancelot ou même Arthur Pendragon va encore tenter de forcer le destin, quitte à en payer le prix fort? En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de voir la suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, parce que même si le montage est toujours aussi crevant, ça reste un vrai plaisir pour moi de vous écrire ces vidéos et de les partager avec vous. Si vous voulez soutenir le taf, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager, à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Laissez aussi vos avis, vos théories et tout là-dessus dans les commentaires. Sur ce, prenez soin de vous d'ici la prochaine vidéo et surtout restez prêts parce que la suite s'annonce juste dantesque. Bonne continuation à toutes et à tous.